Pour eh bien, la prochaine intervention, j'ai le plaisir d'appeler Grégoire Cordier, directeur des opérations du CTCPA. Bonjour Grégoire. Merci de vous installer. Vous allez pouvoir trouver le diaporama dans le répertoire de la matinée. J'en profite pour vous présenter. Vous êtes directeur des opérations depuis plus de 10 ans, après avoir été directeur régional. Toute votre carrière, au fond, a été dédiée à l'industrialisation des process. Et depuis début 2007, vous travaillez en parallèle sur les bilans carbone. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, vous êtes référent BPI Décarbone Action, donc vous faites partie des experts référencés qui peuvent mener ce diagnostic. Le CTCPA, allez, quelques mots, même si on connaît Centre Technique Industriel, une centaine de salariés, 8 sites répartis sur tout le territoire, des ingénieurs, des docteurs, des techniciens, tous au service des entreprises agroalimentaires, évidemment, en particulier pour l'industrie de conservation, mais plus largement sur toutes les activités et des thématiques clés, que ce soit la sécurité des aliments avec la microbiologie, les emballages, le développement durable et les enjeux technologiques. L'idée, c'est de faire des produits meilleurs, plus simples, plus sobres et tout en étant plus efficaces. Alors tout d'abord, Grégoire, on va parler d'une étude centrée justement sur la décarbonation des process. On rentre dans le cœur de l'usine. On a vu tout à l'heure que ce n'est pas l'enjeu majeur, puisqu'évidemment, ce sont les matières premières qui pèsent le plus, mais pourtant, c'est l'enjeu où, quand on est responsable d'une usine, on peut agir. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'étude qui est intervenue, qu'on comprenne le contexte. Bonjour à tous. Donc, cette étude a été menée dans le cadre d'un projet ALICE. ALICE, c'est une structure qui regroupe les centres techniques agroalimentaires, mais pas que, des centres techniques du bâtiment notamment. Cette étude donc, a été lancée il y a 2 ans. Et donc, je vais essayer de vous resituer le résultat de cette étude qui se focalise vraiment sur les procédés. La décarbonation des procédés. On n'est pas sur la partie... On va rester sur le scope 1 et 2. Scope 1 et 2, effectivement, en incluant l'électricité. Pour passer les diapos, vous avez trouvé, c'est parfait. Donc, cette étude a été menée par le CRIT PACA, par le CRM et par le CTCPA, donc sur une durée d'une année environ. Alors déjà, l'objectif, c'était d'apporter un éclairage technique sur des procédés de décarbonation au niveau des procédés de transformation agroalimentaire. Et nous avons choisi en périmètre les industries laitières et les industries agroalimentaires hors amidonnerie. Donc en fait, ça correspond aux codes NAF qui sont notés là. Et le scope, je le précise bien, c'est vraiment le scope 1 et 2 de l'entreprise. Alors, cette étude en 3 phases. Première phase, état des lieux des consommations énergétiques, pour savoir de quoi on parlait. Ensuite, on a travaillé sur des études de cas de différents procédés agroalimentaires pour essayer de mettre en action les leviers de décarbonation sur des cas très précis de procédés alimentaires. Et en dernier, donc, on a essayé d'extrapoler, d'exploiter ces données de réduction de production de carbone pour voir en fait quel était l'impact au niveau national si on mettait en place tous ces procédés. Alors tout d'abord, au niveau des résultats, premier élément, l'état des lieux. Alors, déjà, première chose, on parle de quoi en termes de consommation énergétique, de mix énergétique au niveau des entreprises agroalimentaires. Donc, vous voyez, j'ai dissocié les deux, le secteur laitier et les autres secteurs agroalimentaires. Bon, ça se rapproche. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les énergies fossiles représentent à peu près plus de 50% donc, des utilisations énergétiques. Et donc un peu moins dans le secteur, tout secteur, et un peu plus au niveau des produits laitiers, notamment à cause de la concentration de la poudre de lait. Plus de la moitié de cette consommation énergétique est en fait destinée au thermique. Ça, c'est un point important. Alors au thermique, précisez Grégoire qu'on comprenne bien, ça veut dire... Alors, quand je dis thermique, c'est en fait, on utilise l'énergie pour chauffer les produits, donc pour la conservation des produits, pour la transformation des produits. Après, tout ce qui est froid, en fait, c'est l'électricité. Donc c'est décarboné. Donc en fait, ça sort de notre scope. Et donc nous, on va se focaliser sur les problématiques d'énergie utilisées pour le thermique. Alors,
Je suis là, pardon, c'est moi. Alors, donc si on fait un focus sur les consommations dans les usines, vous avez des utilités qui vont consommer de l'énergie et des procédés. Au niveau des procédés, en fait, on s'aperçoit que 87% des procédés donc, vont être répartis suivant les secteurs, mais on va avoir du séchage, du chauffage du liquide, de l'évaporation et des cuissons. Donc ça nous permet de voir quelles sont les opérations unitaires les plus concernées par la consommation d'énergie fossile et donc sur lesquelles on pourra agir pour réduire le bilan carbone, avec des petites différences entre les deux secteurs d'activité. Bon, comme je disais tout à l'heure, l'évaporation au niveau des produits laitiers est plus importante que sur les autres secteurs d'activité. Alors, une fois qu'on a fait cette évaluation de consommation, on a essayé de voir sur chaque secteur d'activité quel était donc l'impact des différents procédés. Dans le but, en fait, d'après de sélectionner les procédés les plus consommateurs et qui transversalement pouvaient être intéressants pour l'ensemble des industries agroalimentaires. Donc là, j'ai pris un exemple sur le chauffage liquide. Donc le chauffage liquide, c'est des données sereines. Donc on regroupe parfois des choses qui ne semblent pas très proches quand on est vraiment dans l'agroalimentaire. Le chauffage liquide, en fait, regroupe au niveau des SAT tout ce qui est stérilisation, pasteurisation, qui représente 44%, la production d'eau chaude, donc les NEP, et ensuite les chauffages de liquides comme des produits laitiers et autres. Voilà. Donc globalement, voilà ce qu'on obtient en termes de répartition au niveau des procédés. Et on voit que suivant les secteurs d'activité, on a un pourcentage de consommation qui est très variable. Par exemple, le premier bâton, c'est l'industrie des légumes. Donc on voit que le procédé de stérilisation dans ces conserveurs de légumes, évidemment, sont relativement importants puisque ça représente 21% des impacts. Si on va un peu plus loin, donc, toujours pour essayer de trouver des études de cas qui soient significatives, qui vont nous permettre d'étudier concrètement, et c'est vraiment l'objet de l'intervention, on a en fait essayé de dégager les principaux procédés impactant au niveau énergétique et pouvant être, je dirais, communs à différents secteurs d'activité. Donc on a pu comme ça créer différentes études de cas. Donc, sur le chauffage liquide avec des sous-catégories, traitement thermique avant dosage, après dosage ou en discontinu. On a travaillé également sur les chauffages liquides, notamment au niveau des NEP, sur le séchage et les cuissons, notamment dans la boulangerie-biscuiterie. Donc on a fait, je dirais, un screening complet des opérations unitaires et on les a étudiées une à une en essayant d'apporter des solutions techniques. Je vais maintenant vous présenter un cas. Un cas d'étude simplifiée. Voilà. Donc le cas d'étude simplifiée concerne donc la stérilisation et la pasteurisation. Excusez-moi, c'est le cœur de mon métier. Donc pour vous donner cet exemple, donc on a travaillé sur les traitements thermiques continus avant dosage. Donc on peut retrouver dans l'industrie laitière, mais pas que. Donc les produits traités, ce sont des produits qui sont pompables par définition, liquides ou avec morceaux. Les matériels qui sont utilisés dans ces procédés, c'est évidemment des pompes, des circuits de chauffage et des doseuses aseptiques. Voilà, on a différentes donc, phases. La phase 1, chauffage, traitement thermique, donc le chambrage, le refroidissement et le dosage. Alors, voilà le cas concret. Donc, on a eu affaire à une installation. Donc, on a pris l'exemple sur une usine de yaourt brassé. Donc qui fait 80 kilotonnes par an de produits. Alors, je vais vous prendre le procédé. Donc, le procédé, vous avez une boucle chaude qui se trouve ici, qui est une boucle chaude à 97 degrés, et une deuxième boucle chaude qui est issue, donc déjà, cette entreprise avait travaillé un petit peu sur la récupération d'énergie, et qui est issue, en fait, des groupes froids. Donc, on a une deuxième boucle chaude à 45 degrés. Bon, qui n'est pas suffisamment performante pour alimenter tout le système. Donc, elle est couplée au système de vapeur qui est produit par une chaudière gaz. Donc, le procédé, on part ici d'un lait qui est à 6 degrés. On va l'injecter dans cet échangeur au niveau de cette phase ici. Donc, on va avoir un premier travail de réchauffage du produit lié
donc au refroidissement du produit qui sort du système. Voilà. Et ensuite, donc, on va avancer comme ça progressivement dans le chauffage du produit pour aller à la phase 4 où là, on aura vraiment l'action de chauffage qui sera produit par la vapeur. D'accord ? Vous voyez le principe. Ensuite, on a le chambrage, l'homogénéisation du produit et ensuite, on va revenir sur la fin du process où on va refroidir le process avec notamment l'entrée des produits froids qui arrivent de ce côté-là. C'est un cas d'étude classique en somme. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc le produit, on le prend, on le met à 99 degrés, on le chambre jusqu'à 92, ensuite on le refroidit à 12 degrés pour ensuite le réchauffer un petit peu, c'est le cas du yaourt brassé, pour faire l'ensemencement et la fermentation du yaourt. Voilà. Donc ça, c'est le cas qui a été étudié. Alors, solution. Alors, on va travailler en fait sur les 3 leviers de la décarbonation des procédés. Premier levier, c'est en fait l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, donc, première chose pour améliorer l'efficacité d'un procédé, c'est de mesurer. Donc, première étape, donc on a travaillé sur des mesures. Donc, en fait, on a fait des mesures sur la boucle chaude, sur la boucle froide, pour en fait optimiser les temps, je dirais, de fonctionnement et le mettre en cohérence avec donc la production donc de froid de chaleur fatale qu'on a récupéré sur les groupes froids. Alors, par rapport à cette action-là, les mesures déjà permettent d'améliorer plus finement le pilotage et donc de réduire parfois de quelques pourcents, je dirais, la consommation énergétique. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur ces mesures et sur ce pilotage, on va pouvoir travailler sur des améliorations de procédés. Eh bien, tout simplement, je dirais une tendance actuellement, c'est au lieu d'avoir des centrales vapeur centralisées, on va travailler sur une décentralisation par des tubes en immersion compacte qui va permettre en fait de réduire de 30% la consommation de gaz. Donc on a toujours des énergies fossiles, hein, on est d'accord, mais on réduit fortement la consommation de gaz. Donc ça, c'est possible d'avoir sur les boucles chaudes donc des systèmes indépendants où on ne transforme pas de la vapeur, donc on a moins de déperdition et on a plus d'efficacité. Voilà, donc ça, c'est la première étape, efficacité énergétique. Seconde étape. Seconde étape, c'est l'électrification. Bon, en France, on a la chance d'avoir une énergie électrique décarbonée. Je n'aurai pas le même discours en Allemagne, on est d'accord. Donc en France, l'énergie décarbonée, c'est à peu près 50 grammes par kilowattheure de... Oui, c'est 50 kg. Alors qu'en Allemagne, c'est 6 fois plus. Donc l'objectif, c'est amener de l'électricité dans les procédés. Donc le classique, évidemment, c'est sur des boucles chaudes, donc c'était déjà le cas dans l'usine en question, donc c'est l'utilisation de pompes à chaleur. Voilà. Deuxième solution, c'est d'avoir des pompes à chaleur haute température, puisque là on est sur des températures plus élevées, 97 degrés. Donc ça, c'est encore, je dirais, des systèmes qui sont en cours de développement, mais dans l'avenir, très certainement, il y aura des solutions à apporter qui seront très faciles à installer et qui pourront baisser donc qui pourront substituer la production de gaz, de vapeur par du gaz, par de l'électricité. Ça, c'est une autre solution. Ou alors, ce qui marche déjà, c'est des chaudières électriques. Bon, le problème, c'est que là, je dirais, il faut amener beaucoup d'énergie électrique, ça pose d'autres problèmes, des transfos, etc. Et on a également, au-delà de 100 kW, ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà. Donc, l'électrification dans ce type de procédé est possible, notamment par les pompes à chaleur. Alors, économie d'énergie, électrification, étape suivante. Étape suivante, donc, c'est l'utiliser de l'énergie, mais de l'énergie renouvelable, donc décarbonée. Donc voilà, il y a des solutions qui commencent à se mettre en place. Les capteurs solaires à concentration, si on a besoin de produire de la vapeur. Il y a déjà des entreprises agroalimentaires qui ont fait le pas. Je ne sais pas si vous avez vu RIA dernièrement, il y avait un reportage sur le coq noir. Effectivement, à retrouver dans le magazine RIA. Un sujet qu'on développera avec l'intervenant suivant. Donc je vais aller assez vite. Donc en fait voilà, donc on peut avoir, notamment lorsqu'on a des boucles chaudes à basse température, utiliser des panneaux solaires tout à fait classiques. Il y a un intérêt certain. Et après évidemment, faire des panneaux pour l'électricité, c'est également un appoint qui peut être intéressant. S'il y a des aides pour l'installer. Donc, conclusion,
conclusion, je dirais, il y a des leviers à différents endroits du procédé. Il faut les étudier au cas par cas. Voir si on reste sur du gaz mais on optimise, on passe directement à l'électrique ou alors on fait le pas vers de l'énergie renouvelable. C'est différents cas de figure qu'il faut étudier en fonction du niveau d'investissement potentiel et des retours sur investissement bien évidemment. Voilà. Alors de ce cas d'étude, vraiment effectivement très, très pertinent, si on prend de la hauteur, quel potentiel pour voilà, toute la transformation agroalimentaire? Alors donc là je reprends les différents leviers. Donc la décarbonation des procédés, efficacité énergétique, électrification et recours aux énergies thermiques renouvelables. Donc l'énergie, l'efficacité énergétique, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être encore faites au niveau du séchage, des évaporateurs. Il y a des technologies qui s'améliorent, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Bon, ça, je pense que les constructeurs et les usines déjà ont beaucoup travaillé dessus, mais il y a des forts potentiels de réduction de consommation d'énergie fossile et donc de réduction de carbone. L'électrification, alors il y a des solutions qui se mettent en place, donc bon, les pompes à chaleur haute température, également la recompression mécanique des vapeurs. Donc là, il y a un gain énergétique à avoir en travaillant sur les vapeurs d'évaporation. Utilisation, non pas de faire une séparation thermique, mais faire des séparations membranaires. Et ensuite, il y a tous les procédés électriques classiques qui sont déjà utilisés, infrarouge, micro-ondes, donc qui permettent, ou induction, qui vont permettre donc de chauffer avec de l'électricité, donc décarboner les process. Et dernier point, donc l'énergie, recours aux énergies renouvelables. Donc, ce qui commence vraiment à se développer, c'est le solaire thermique. La biomasse, nous, on a par exemple travaillé pour une laiterie qui est passée en biomasse et qui a baissé son facteur d'émission de 50% avec ce procédé-là. La méthanisation, bon, l'hydrogène et la géothermie, bon, là, c'est encore Voilà, pour l'hydrogène, c'est voilà, encore prospectif. Et puis, la géothermie, c'est très lié il faut que l'hydrogène vert soit une réalité, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, pour chacun, voilà. Des leviers, le potentiel et vos conclusions. Voilà, donc le potentiel, on estime donc par rapport au potentiel sur l'efficacité énergétique, eh bien, il y a des potentiels qui peuvent être de l'ordre de 3 à 7% au niveau des économies d'énergie, simplement par le pilotage et la mesure et le pilotage. Au niveau donc des économies de vapeur, donc si on isole les tuyaux, si on travaille sur des boucles plus simples, etc., voire des systèmes de génération de vapeur moins coûteux, enfin moins consommateurs de gaz, on peut estimer qu'on est en moyenne à entre 10 et 19%. Et après, donc, les chaufferies, là, ça se regroupe. Donc, on a aussi pas mal de travail à faire au niveau de la combustion. Alors, pour ce qui est donc des conclusions sur l'énergie, donc première chose, il faut faire du comptage. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que 22% des sites industriels qui font vraiment du comptage énergétique. Et le premier travail, c'est ce comptage. À partir de là, on va pouvoir mettre une stratégie de pilotage et d'économie d'énergie. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les recommandations, donc mettre en place un système de mesurage et travailler sur des fiches d'opportunité. Donc regarder avec mettant en place du C2E, utiliser le fonds chaleur pour en fait trouver des financements pour améliorer donc, et optimiser les systèmes énergétiques. Concernant l'électrification, donc là, l'électrification, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités au niveau d'utilisation donc des pompes à chaleur qui serait le gisement le plus important si on transfère vers ces pompes à chaleur certains chauffages de chauffage au gaz. Donc ça représenterait à peu près 46% donc des économies, rien que liées au changement et à l'utilisation de pompes à chaleur. La concentration mécanique des vapeurs ou la reconcentration des mécaniques des vapeurs, 17%. Et après, bon, le reste, c'est un peu plus épars. Les résistances aussi, travailler sur, par exemple, le chauffage ohmique plutôt que travailler sur des systèmes de tubulaires classiques et vapeur. Voilà.
conclusion, au niveau de l'électrification, c'est bien, mais le problème, c'est que ça va amener des augmentations de consommation électrique auxquelles il faut s'attendre. Donc, on estime, je dirais, la consommation électrique, la puissance électrique serait de l'ordre de 900 MW à implanter. Donc, ce qui veut dire que les systèmes dans les entreprises, à l'extérieur d'alimentation et à l'intérieur des entreprises, il va falloir changer les systèmes d'électrification. Donc ça va demander des investissements pour le transfert de l'électricité. Ça, il faut en tenir compte. Concernant la substitution, on a fait une estimation, donc rien que sur le solaire thermique, ce qui pourrait être évité sur les industries agroalimentaires en termes de gigawatts. Donc on pourrait avoir des potentiels, notamment au niveau des entreprises qui font du séchage. Je crois qu'il y a un gros développement possible du solaire thermique. Après, pour les autres procédés, c'est un peu moins évident. Mais pour le chauffage le chauffage liquide, ça reste quand même intéressant. Et là, je vous ai mis juste en estimation donc, les kilotonnes qui seraient économisées rien que par l'utilisation de ces nouveaux procédés. Il vous reste 1 minute pour conclure sur ce levier et puis la présentation générale. Pour conclure, donc, voilà, c'est un exemple qui a été utilisé sur ce thermique par concentration. Voilà. Donc, je vais finir par ceci. La synthèse de l'étude. Voilà. Donc, pour l'efficacité énergétique, en fait, il faut vraiment promouvoir le comptage. Et donc, je dirais, l'ADEME aussi, l'a montré tout à l'heure, accompagne donc les diagnostics énergétiques. Ça, c'était très intéressant. Deuxième levier, donc ça c'est le premier levier qui est le plus accessible finalement, prioritaire parce qu'il y a peu d'investissements à réaliser. Deuxième levier, c'est l'électrification. Alors là, c'est au cas par cas. Qu'il faut étudier la chose suivant les industriels. Et puis le troisième, donc, c'est l'énergie renouvelable thermique qui est, je dirais, à mi-chemin entre l'électrification et l'efficacité énergétique, mais qui demande là des investissements beaucoup plus lourds. Et il y a encore des développements à faire sur le sujet. Merci Grégoire, on peut l'applaudir pour cette présentation. Je rappelle que les captations vidéo vous permettront de retrouver la présentation. Grégoire, vous restez avec nous, on rassemble la séance de questions-réponses à l'issue de la prochaine intervention. Et pour parler justement photovoltaïque, énergie renouvelable, j'ai le plaisir d'appeler Florian Humes-Pech, vous pouvez l'applaudir. Merci de nous rejoindre Florian, vous êtes directeur du développement de Léon Gross Énergie Renouvelable, une riche expérience dans le public, en cabinet ministériel et puis aussi dans le domaine bancaire en tant qu'analyste financier et crédit. Vous intervenez pour Sunop, qui est la filiale de Léon Gross. Et Léon Gross, c'est une ETI de la construction, 3000 salariés, un chiffre d'affaires de près d'1 milliard d'euros, 940 millions d'euros, essentiellement réalisé en France à hauteur de 80%. Et Sunop, trentaine de collaborateurs. L'an dernier, une quinzaine de mégawatts installés en toiture, une quarantaine au sol en ombrière. Une démarche intégrée, à la fois la conception, le financement, la mise en place de ces installations. Toute la maîtrise d'ouvrage est de votre côté. C'est effectivement ce qui vous permet d'assurer à la fois tout simplement voilà, la fiabilité et le prix de ces installations. Alors tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, Florian, en quoi au fond les enjeux de l'agroalimentaire sont spécifiques pour votre domaine ? Bonjour et merci de m'accueillir déjà, tout à fait. Donc on a beaucoup parmi nos partenaires d'acteurs de l'industrie agroalimentaire, qu'ils soient producteurs ou logisticiens. Et c'est vrai que c'est un secteur qui a des enjeux particuliers qui ont été présentés par les intervenants précédents, mais pour rappeler très succinctement et passer ensuite de manière très succincte et passer ensuite au cas plus concret, on a une électrification des usages de plus en plus importante. On a vu le potentiel encore, on vient de le voir. Des consommations électriques qui sont déjà très importantes et un nombre de salariés, et au-delà du nombre de salariés, un foncier exploité qui est relativement important et qui du coup est à la fois source d'obligations mais aussi d'opportunités pour ces industriels et ces logisticiens. Et il y a des enjeux techniques très concrets, réglementaires et financiers. Exactement. Donc en fait, on a plusieurs contraintes qui sont spécifiques ensuite en matière de production, réglementaire et financière parce que on vient de le dire, il y a l'enjeu électrique. Parce que souvent quand on intervient sur ce type d'acteurs, on a une boucle haute tension très importante et donc il y a tout un enjeu de continuité de la production et de l'exploitation du site. Donc nous on a développé des compétences là-dessus. C'est des entreprises qui travaillent pour la plupart en température dirigée
qui ont des consommations importantes et malgré tout qui ont des grandes surfaces, on le disait, mais des bâtiments qui sont pour la plupart du temps d'un certain âge et qui ne peuvent pas forcément accueillir du photovoltaïque, en tout cas en toiture. En toiture. Voilà. Exactement. C'est par ailleurs des entreprises qui sont soumises à tout un tas de normes propres au secteur. Au-delà des obligations qu'elles peuvent avoir d'inclure des énergies renouvelables, on a déjà tout ce qui est obligation de continuité du froid, continuité de production, récupération de l'eau, qui est un énorme enjeu pour le secteur. Et puis, elles ont d'énormes contraintes liées à ça, du coup, qui les impactent vis-à-vis de leurs assureurs et vis-à-vis de tout ce qui est normes d'exploitation, ICPE et compagnie. C'est par ailleurs des entreprises qui ont des investissements récurrents et lourds. Et puis bien, on vient de le voir avec l'intervenant précédent, l'électrification des usages va nécessiter de mobiliser des investissements extrêmement importants. Et puis c'est des entreprises qui peuvent être de petite taille, mais qui la plupart du temps maintenant appartiennent à des groupes plus importants qui sont nationaux ou internationaux. Et donc on a une prise de décision sur ces enjeux-là, malgré tout, qui est relativement longue. Des contraintes, mais aussi des opportunités spécifiques au secteur. Et heureusement, parce que qui dit foncier disponible dit donc grande toiture, parking et délaissé au sol disponible. Donc ça, c'est des gisements qu'on regarde nous de manière très active, parce qu'ils peuvent avoir un impact à la fois sur le coût de l'électricité, le coût de l'électricité, mais aussi sur la sécurisation d'une partie de la facture à long terme. Ça a du coup un impact sur je viens de le dire en fait. Et c'est aussi une réponse aux enjeux RSE que peuvent avoir les entreprises. Et par ailleurs, on parlait tout à l'heure de financement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces acteurs-là sont peuvent financer par eux-mêmes, ou nous, on est en mesure aujourd'hui de proposer des solutions de ce qu'on appelle le tiers financement, qui vont venir alléger en fait les engagements financiers de ces entreprises. En contrepartie, elles vont nous payer un coût des électrons qui sera calculé. Et on est même aujourd'hui capable, certains modèles permettent de faire du tiers financement déconsolidant. Ça veut dire que ça ne rentre pas dans le bilan malgré tout des entreprises, parce que quand elles appartiennent à des groupes internationaux, il y a certaines technicités financières qui obligent à la réintégration. Bon. Alors Voilà. pour être le plus explicite possible, un cas concret. Voilà, donc là on est sur un cas concret d'un industriel de l'agro en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un industriel qui a d'énormes consommations puisqu'il consomme près de 16 gigawattheures annuels. Et donc en fait, là vous voyez avec l'implantation qu'on a produit, donc là c'est, je suis un peu perdu au vu des pixels. Là on a une partie en ombrière et là aussi vous voyez que le bâtiment on n'a pas pu l'occuper parce que c'est une vieille toiture, et puis là on a un délaissé au sol où on a installé une centrale aussi photovoltaïque pour un total d'un peu plus d'1 méga. Et donc en fait cette centrale elle a la particularité donc de répondre à la fois aux obligations légales de l'entreprise parce qu'elle est obligée aujourd'hui de couvrir ses parkings, de lui permettre de répondre à son besoin qui est de profiter d'une énergie proche, verte, à un coût fixe sur X années, puisque là c'est nous qui finançons et qui donc lui fournissons avec un engagement de performance l'électron. Et par ailleurs, on est sur une entreprise qui appartient à un groupe international et donc elle ne sera pas obligée de consolider dans son bilan ce financement. Donc le taux d'autoconsommation de cette centrale de plus d'1 méga, il est de 100%. Donc en fait, il n'y a aucun électron qui repart sur le réseau parce qu'en fait, au vu de son besoin sur une amplitude journalière, très concrètement, quand on a du soleil, son besoin est déjà complètement couvert par la centrale. Ça veut dire qu'on pourrait mettre X fois pour atteindre 100%. On est en taux d'autoproduction de 8%, ça veut dire qu'on couvre 8% de son besoin total en matière de fourniture d'énergie. Ça veut dire que là, on pourrait rajouter 92% d'autoproduction pour couvrir totalement avec l'énergie solaire. Là, il faudrait alors rajouter des batteries et compagnie, ce qu'on est aujourd'hui de plus en plus en mesure de faire. On est sur une économie substantielle parce que la centrale, elle fournit un prix de l'électron qui est 31% moins cher que le prix auquel l'achète l'entreprise sur le réseau. Et par ailleurs, ce prix, il va être bloqué sur toute la durée de l'exploitation. C'est-à-dire que sur les 20 ans, le prix est figé. Donc, on sort d'une période où les prix ont explosé du jour au lendemain. On est passé de 100 à 300. Aujourd'hui, cet électron-là, il est à 80 si on reste en grande fourche.
et si ça passe à 300 demain, il reste à 80 également. Et ça, c'est un gros avantage pour ces industriels, ça leur permet de sécuriser quand même une partie de leurs coûts. Et on ne pensait pas malheureusement il y a 3 ans que l'électricité allait devenir un facteur décisif pour ces entreprises sur leur exploitation. Deuxième cas concret. Oui, donc là on est sur un logisticien qui a fait une rénovation de sa toiture et donc on a pu intervenir sur sa toiture. On est sur une centrale qui est beaucoup plus petite et c'est un logisticien en boulangerie, donc il est moins soumis à la production en température dirigée, ou en tout cas moins puissante. Et donc on a un taux d'autoconsommation là sur cette centrale qui est de 67% et une économie de 36% par rapport à sa facture sur le réseau. Donc là aussi on voit que malgré tout les toitures, et c'est même pas malgré tout, c'est quand on peut, la priorité c'est quand même de couvrir la toiture, mais qu'il faut envisager l'entièreté du foncier et c'est bien pour ça que tout à l'heure on parlait de tout ce cas de figure. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est donc que en fait, le photovoltaïque, on en a parlé dans les interventions précédentes, c'est une opportunité, je pense, au-delà d'une obligation, une opportunité pour l'ensemble des industriels du secteur et bien au-delà, parce que ça permet à la fois de produire en proximité et donc de sécuriser également une partie de votre facture à long terme. Alors c'est vrai que c'est des montants d'investissement qui peuvent être importants si on les finance en propre, mais aujourd'hui il y a tout un tas de solutions qui peuvent exister pour que vous puissiez à la fois profiter d'une énergie à un prix fixe sur la durée, qu'elle soit verte et qu'à la fin elle vous appartienne. Merci Florian, on peut l'applaudir pour cette intervention. C'est le moment des questions-réponses. Est-ce que vous avez bien des précisions, des questions à adresser à nos intervenants ? Oui, on peut amener un micro à monsieur. Oui, bonjour de nouveau, monsieur Julien. Juste une question plus pour l'intervenant pour CTCPA, puisque je comprends la problématique par rapport au niveau du solaire, mais alors, aller vers de la toute électrification à 2 ans de l'arrêt du dispositif AREN, ça n'inquiète pas beaucoup de monde ? Alors, quelques mots pour expliquer le dispositif AREN déjà. Est-ce que vous pouvez l'expliciter ? Non, vas-y. Monsieur. Disons que les industries ont un prix plafond qui est couvert par l'État et ce dispositif qui a toujours existé et qui va s'arrêter dans 2 ans. Et on va retomber sur le prix privé ou public de l'électricité des échanges au niveau européen. Donc peut-être la solution, elle est déjà aller vers du panneau. Voilà, ça c'est une solution. Mais effectivement, qui dit électrification dit qu'on est soumis à un coût de l'énergie qui va monter très certainement. Même si l'ERP, la nouvelle centrale qui se trouve à Flamanville devrait fonctionner. Depuis 25 ans. Voilà. Donc effectivement, l'électricité, c'est une solution pour décarboner, mais économiquement, aujourd'hui, effectivement, il y a une inconnue. C'est clair. Donc c'est pour ça que nous, on a présenté plusieurs leviers. Et en fonction donc, du niveau je dirais, de consommation énergétique de l'entreprise, donc, il y a différentes options possibles. Voilà. Et puis, il faut peut-être comparer aussi versus les autres sources d'énergie. Au fond, quid du gaz ? Est-ce qu'on peut... pas raisonnablement s'attendre également à une augmentation des prix. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute façon, l'énergie n'est pas chère, c'est clair, et donc on ne s'est jamais trop préoccupé en fait, de l'énergie. Ça va c'est-à-dire il y aura des impacts également si on utilise de plus en plus d'énergie fossile sur le climat, c'est clair, donc il faut y réfléchir. C'est pour ça que la partie efficacité énergétique, elle n'est pas à minorer, parce qu'il y a déjà des gains à faire à ce niveau-là. Voilà. Florian, un élément ? Oui, peut-être pour compléter, il y a de plus en plus de groupements d'achat qui existent, qui permettent justement de se regrouper entre acteurs industriels et de profiter du coup d'une masse plus importante. Et donc ensuite de passer des appels d'offres et de profiter d'une énergie à un prix plus intéressant. Et au-delà de ça, effectivement, l'enjeu des économies d'énergie et de l'optimisation de la production sera fondamental pour tous ces acteurs. Mais on ne pourra pas empêcher l'électrification, effectivement, parce que ça restera le moyen le plus propre, potentiellement, de produire de l'énergie demain, je pense. Et en tout cas, d'avoir une activité industrielle.
Ça m'amène une question, alors vraiment complémentaire, mais sur le côté collectif, notamment au niveau des énergies renouvelables. On voit de plus en plus en fait d'acteurs qui cherchent à construire des boucles d'autoconsommation collective, parce que voilà, réfléchir sur tout le projet en solo, c'est pas toujours adapté à sa propre réalité. En revanche, pourquoi pas des ombrières chez un voisin exploitant agricole et puis pouvoir récupérer cette énergie. C'est des exemples qu'on voit de plus en plus apparaître. Tout à fait, c'est des solutions qui se développent de plus en plus. Alors quand on a une autoconsommation de 100% des électrons produits par la centrale, c'est évident que c'est compliqué d'en fournir aux voisins. Mais on a de plus en plus d'opérations, nous, où on va en fait avoir une partie. Du coup, typiquement, le cas qu'on voyait en dernier, où on avait un peu plus de 60% d'autoconsommation, et ben en fait, on va pouvoir, si on a des consommateurs à proximité, leur proposer l'électron produit par la centrale à un prix préférentiel par rapport à ce qu'il touchera lui-même vis-à-vis de son fournisseur d'énergie. Et c'est des opérations d'autoconsommation collective, effectivement. Il faut passer par un agrégateur. Et c'est vrai que ça permet de mettre dans une boucle tout un tas d'acteurs et de répondre à des enjeux au-delà de ceux qui peuvent ou pas produire par eux-mêmes de l'électricité. Je pense notamment aux artisans commerçants qui souffrent aujourd'hui le plus encore des prix hauts qu'on a connus il y a 2 ans. Merci, vous pouvez applaudir Grégoire et Florian pour ces réponses et leur intervention précieuse.